Tu avais 3% de chance de survivre de ton AVC. Les médecins te disaient que tu ne marcherais plus, que tu n'utiliserais plus ton bras droit, que tu pourrais plus reparler. À aucun moment tu t'es dit j'accepte. Tu es encore sur cette terre que parce que tu t'es battu. Je suis extrêmement fière de toi et je suis extrêmement fière de faire cette interview aussi et de pouvoir partager ton histoire. Salut et bienvenue à toi dans ce 10e épisode. Et oui, ça y est, ça fait 10 épisodes sur Polé Polé Podcast. Donc déjà, je tenais à vous remercier de suivre cette aventure depuis le début et bienvenue à tous les nouveaux qui commencent cette aventure à partir de cet épisode-là, qui va être un épisode très spécial, qui va s'éloigner un petit peu de l'entrepreneuriat, mais qui va être tout aussi inspirant que les autres, puisqu'aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer mon papa, qui a subi un grave AVC il y a maintenant 9 ans, et qui aujourd'hui a perdu entre 90 et 95% de la mobilité de son corps droit, mais également l'usage du langage. Vous allez le voir dans cette interview, mais c'est moi qui vais traduire ce qu'il veut dire. Je vous conseille de regarder cet épisode, qui sera disponible en vidéo sur YouTube et sur Spotify. Je vous mettrai tous les liens en description. Mais je vous rassure, cet épisode est tout à fait écoutable. Donc vous pouvez garder vos écouteurs et vous laisser emporter par l'histoire de cet extraordinaire homme que j'ai l'honneur d'appeler papa. Je vous souhaite une excellente écoute. Coucou papa! Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Oui, Ça va bien? voilà. T'es pas trop stressé de passer Non, derrière mon micro? non. Pas du tout. Je suis bien contente de te recevoir. Parce que d'ailleurs, dans mon avant-dernière interview, l'épisode 8, on m'a posé une question, on m'a demandé qui était la personne qui m'inspirait le plus au monde. Et j'ai pensé à quelqu'un pour l'entrepreneuriat. Mais rapidement après cette interview, j'ai réfléchi à la question. Et j'avoue que tu m'es venu en tête. Parce que tu as traversé des choses assez extraordinaires ces dernières années. Et tu es une des personnes qui m'inspire le plus au quotidien. Alors, l'AVC, ça t'a pas retiré ton sens de l'humour, ça c'est sûr. Et j'espère que tu vas nous le partager pendant l'interview, ton sens de l'humour. Et ça, j'en doute pas. Alors, l'interview va être un peu spéciale parce que du coup, je resitue pour ceux qui ne savent pas, mais tu as perdu la parole, tu as perdu l'usage du langage avec l'AVC. Du coup, c'est moi qui vais traduire un peu pour tout le monde ce que tu veux nous dire, parce qu'après 9 ans, j'ai développé des compétences pour apprendre à te traduire. Oui. Donc, je vais te poser des questions et tu as de quoi écrire. On va repréciser un petit peu les séquelles que tu as eues depuis l'AVC, mais tu es toujours capable d'écrire. C'est juste que voilà, le langage a été touché, donc des fois c'est un peu confus et les mots ne sortent pas aussi naturellement qu'avant. Mais on s'en sort. Alors déjà, comment tu t'appelles? Bernard. Mm-hmm. Bernard. Qu'est-ce que tu as fait comme carrière avant tout ça? Et c'était quoi ton poste que tu occupais? Alors. Non, je vais le dire du coup. Voilà. Tu étais du coup directeur qualité monde, oui, pour un gros groupe d'agroalimentaire. Et ça t'a amené à voyager pas mal à travers ton travail. D'ailleurs, nous avons été expatriés quand on était enfant. On a vécu où ça? Montréal. Et Los Angeles. Los Angeles, exactement. Donc ça, c'était des belles années. Hein. Et ensuite, on est resté à peu près 10 ans en France. Ça a été à peu près ça. Un peu plus que ça. Oui. Ouais, 15 ans. 15 ans en France. Oui. 10 ans. Que, voilà. Une dizaine d'années avant ton accident, où là, du coup, tu as occupé le poste de directeur qualité pour les eaux. Donc, tu t'occupais des laboratoires un peu partout dans le monde et en France, d'un grand groupe agroalimentaire français qui a différents types d'eau à l'étranger. Ça consistait en quoi les différents produits sur lesquels tu pouvais... Donc, de l'eau minérale. Voilà. Et... Eau gazeuse. Oui. Et les eaux aromatisées. Voilà. Des eaux aromatisées. Donc tout ce qui touchait à l'eau. Et oui. Voilà. Ah, tu t'occupais des yaourts avant? Oui, voilà. Ah oui. Oui, donc avant de t'occuper des eaux, voilà. tu étais directeur qualité et pour les yaourts. Voilà.
Donc, t'es passé des yaourts aux zoo en quelle année? Ok, donc t'as travaillé pour un autre groupe, Voilà. un autre sous-groupe Voilà, qui faisait plutôt des biscuits, voilà. jusqu'à ce que ce groupe ferme et soit complètement migré avec ton groupe d'agroalimentaire. Et du coup, après, t'es passé à ce Voilà. moment-là sur les eaux entre 2000 et 2014 jusqu'à ton AVC. Donc, t'as fait 14 ans de carrière, toujours dans ce même groupe, mais du coup sur un autre produit, les eaux minérales, gazeuses et aromatisées. Et oui. Voilà. Et ça t'a amené à faire beaucoup de choses différentes. En plus de ton travail en tant que directeur qualité, tu étais aussi directeur d'un laboratoire Oui. pendant les 4 dernières années de 2010 à 2014, pendant 4 ans. En effet, entre 2010 et 2014, donc tu as pris la direction d'un des laboratoires, en plus de ton travail de directeur qualité eau, ce qui t'a amené à beaucoup travailler et beaucoup voyager également, puisque du coup ce laboratoire n'était pas en région parisienne, et à ce moment-là on habitait en région parisienne. Donc tu passais 3 jours par semaine en dehors de la région parisienne, où tu devais du coup te déplacer en France, et tu passais la moitié de ta semaine là-bas. Voilà. Globalement, on était là-dessus. À ce moment-là, la charge de travail pour toi, Bah, combien de temps tu travaillais par semaine? Donc là, tu étais amené à travailler environ voilà. 70 heures par semaine à peu près. Ouais. Avant de prendre ce poste, en plus de ton poste actuel, tu travaillais combien d'heures par semaine? Avant de prendre la direction du laboratoire, combien d'heures tu travaillais par semaine avant? À peu près pareil. Voilà. Sauf que là, tu étais amené à te déplacer plus dans la semaine. Oui, à peu près. Est-ce que d'avoir pris ce poste en plus, c'était plus de stress? Ça t'a... Oui. Un petit peu plus de stress? Voilà. Mais t'étais passionné Voilà. par ce que tu faisais? T'aimais beaucoup ce que tu faisais? Et oui. Donc ça t'amenait à tenir 70 heures par semaine sans vraiment... sans jamais te plaindre, parce que alors... pendant toute mon enfance, je ne t'ai quasiment jamais vu te plaindre. Voilà. Et Avant de prendre les autres, ouais, t'aimais moyen voilà. ce que tu faisais. Voilà. T'aimais pas trop. Et voilà. Et à partir des années Voilà. 2000, quand t'as pris du coup, t'étais plus sur les os que sur les biscuits et les yaourts. Voilà. Là, t'as repris. T'as eu un changement de poste aussi également. Tu faisais, c'était le même poste à ce moment-là. Donc là, t'es passé en R&D, donc en recherche et développement, et en qualité. Donc depuis les années 2000, voilà, t'étais beaucoup plus aligné avec ton travail. Et petit à petit, la charge de travail s'est intensifiée, les responsabilités aussi. Mais t'aimais toujours ce que tu faisais. Voilà. D'avoir plus de responsabilités en montant de poste en poste, c'était quelque chose qui était important pour toi? Oui. Oui. T'aimais le challenge? Voilà. Qu'est-ce qui te plaisait le plus à évoluer dans ta carrière? Ben, yaourt et Déjà de l'eau. changer de produit? Voilà. T'étais plus intéressé par le produit, t'étais moins intéressé par les yaourts? Non. Non? Mais voilà, parce que Ça faisait longtemps que t'étais sur le voilà. même... Et bon, T'aimais le changement? voilà. Ouais. Et parce que dans les eaux, t'es resté quand même 14 ans sur les eaux. Comment ton poste s'est suffisamment diversifié pour que tu t'ennuies pas? Et Je sais plus. non. Si, tu sais, mais t'arrives pas à le dire. Voilà. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je vais t'inviter à te concentrer sur les dernières années avant ton accident. Du coup, à ce moment-là, t'étais amené à voyager quand même pas mal à l'étranger, puisque du coup, t'étais responsable qualité, enfin même directeur qualité, monde pour ce grand groupe, ce qui t'a amené à voyager dans plusieurs pays du monde, notamment... moi j'ai en souvenir, tu me corriges si je me trompe, mais il y avait l'Argentine, Oui. le Mexique, Voilà. l'Indonésie, Oui. Hong Kong, Oui. la Et Chine. voilà. La Chine également. Tu voyageais aussi en Europe, Oui. Et au Maroc, Inde. en Inde, c'est vrai. En Europe, il y avait quoi? Les Pays-Bas? Non. Non. Espagne? Voilà. Ouais. Danemark? Oui. Le Danemark? Oui, Copenhague? mais voilà. Un petit peu. Voilà. La Pologne? Oui. Ok. Ah, ça, j'avais oublié la Pologne.
France. Et puis la France. Voilà. Ouais, t'as beaucoup aussi... tu bougeais pas mal en France, ouais. Parce que du coup, vous aviez beaucoup de laboratoires en France. Laboratoires et d'usines, du coup. Est-ce que tu as inspecté les deux? Non, mais oui. Et Voilà, les usines. Voilà. C'est un peu les deux ensemble? Non, parce que... Et... Dans le monde? Oui. Donc, quand tu voyageais dans le monde, t'inspectais les laboratoires. Voilà. Les laboratoires. Donc, ton travail à ce moment-là, c'était d'inspecter la qualité, de vérifier que ça respectait bien la charte qualité du groupe dans lequel tu travaillais. Et donc, ça t'a amené à voyager combien de fois par an? 2 fois par mois. Voilà. Tu bougeais à l'étranger 2 fois par mois, à peu près. Voilà. Une moyenne 1 à 2 fois par Voilà. mois. Et surtout quand tu partais loin, donc en Inde ou en Indonésie, tu t'absentais pendant 2 semaines. 10 jours, 2 semaines. Voilà. C'est vrai que moi j'ai grandi avec un papa qui voyageait beaucoup. Après on se demande pourquoi, pourquoi je bouge. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré de te voir déjà épanoui dans ton travail, mais aussi à voyager. Ça c'est sûr que ça m'a beaucoup influencé dans mon choix de vie actuel. Ça, Voilà. c'est clair. Donc on arrive en avril 2014. Là tu pars en Indonésie. Oui. Pour un voyage d'affaires. Voilà. À Jakarta. Et oui. Voilà. Et là, tu... Et... Ouais. Donc, t'es arrivé fatigué. Oui. À Jakarta. T'as laissé un dernier message vocal à maman en disant que t'avais pas passé un très bon vol. Et oui. Et du coup, tu te retrouves dans le taxi pour aller au laboratoire. Non, oui, mais... École. Oui. Et voilà. Ah, tu devais parler à une école? Non. Tu faisais une formation? Une formation. formation. Voilà. T'allais donner une formation. Voilà. À Jakarta pour des gens qui travaillaient pour le groupe. Voilà. À Jakarta. D'accord. Donc t'allais à ce moment-là, tu as pris un taxi pour aller là-bas. Oui, Notamment, c'était vers là-bas que tu te rendais. Voilà. D'accord. Le chauffeur de taxi te connaissait. Oui. Te connaissait bien, puisque c'était pas ta première fois en Indonésie. C'était lui qui s'occupait de toi dès que tu arrivais sur le territoire indonésien. Et du coup, c'est aussi grâce à ça que tu es probablement en vie aujourd'hui. Parce que du coup, tu as fait ton AVC durant ce trajet en taxi. Et oui. Et tu avais l'habitude de parler avec ce chauffeur de taxi. Voilà. Et à un moment donné, tu t'es arrêté de parler. À un moment donné, t'as chaviré. Et le taxi a eu le réflexe de t'amener du coup dans les locaux où tu étais censé aller, en appelant le groupe en amont pour expliquer la situation. Okay. Et là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on t'a amené dans un premier hôpital. Voilà. Et hôpital. Ouais. Et ah non. Et oui. On t'a amené dans un premier hôpital et on t'a refusé. Et... Donc au bout de 3 heures, t'es arrivé au premier hôpital. Oui. Et l'hôpital t'a refusé l'accès à ce moment-là. Alors toi, tu te souviens de rien, et tu te souviens de rien pendant plusieurs jours d'ailleurs. Après ça, sachant qu'un AVC, il faut intervenir dans les 3 premières heures pour limiter les séquelles et avoir le plus de chances de survivre, l'hôpital te refuse l'accès, et ça c'est assez incompréhensible. On n'arrive toujours pas à réellement savoir pourquoi. Si, mais... Si. Ils prenaient pas les AVC. Voilà. Donc le premier hôpital dans lequel tu arrives ne s'occupe pas des AVC, et donc t'envoie vers un deuxième hôpital. Sauf que à ce moment-là, t'es à Jakarta, et qu'à Jakarta, il y a beaucoup de circulation. Et en fait, on t'amène dans ce deuxième hôpital. Donc 7 heures après les premiers symptômes de ton AVC, tu es enfin prise en charge pour ton AVC dans un hôpital. 7 heures, c'est énorme pour un cas d'AVC. En France, il y a des réflexes et j'espère sensibiliser aussi les gens avec ça. Banane. Ah oui, qu'on t'a dit. Oui, t'as raison, il y a une petite histoire assez incompréhensible pour nous, en tout cas pour les médecins français. C'est que du coup, on t'a nourri de bananes au début. Non, mais... Marie... Ah oui, ok. Voilà. Alors, attends. Ok. Bon, je resitue à partir du coup de ta prise en charge à l'hôpital. Là, on nous appelle en France. On nous explique ce qui se passe. Maman avait un passeport valide à ce moment-là. Et donc, maman part dans la journée direction de Jakarta
pour être auprès de toi. Toi, tu te souviens toujours de rien à ce moment-là. C'est un truc de fou. Mon frère et moi, on n'avait pas de passeport valide. Donc, on fait un passeport en urgence qui a pu être fait en 5 ou 6 jours, je crois, pour partir le plus tôt possible, mais cette fois-ci à Singapour. Et ça, j'y reviendrai. Parce que du coup, en effet, dans cet hôpital à Jakarta, on n'a pas forcément reçu les meilleurs soins du monde. On ne sait pas exactement comment se sont passées vraiment les choses quand ma maman n'était pas encore arrivée. Ça reste un peu flou. Mais lorsque maman est arrivée à ton chevet, elle a remarqué aussi qu'il te nourrissait de bananes, alors qu'on t'a nourri par sonde pendant des semaines et des semaines après, parce que justement, c'était pas conseillé d'ingérer des choses à ce moment-là, parce que t'avais plus tes fonctions de déglutition. Et oui. Résultat des courses, tu étais quand même vivant. Tu t'es battu et acharné, quand bien même t'en es pas conscient et que tu te souviens de rien. Les médecins nous ont confirmé que tu es encore sur cette terre que parce que tu t'es battu. Tu avais 3% de chance de survivre de ton AVC, qui a été une dissection de la carotide gauche, qui te retire complètement la mobilité de ton bras droit, quasiment entièrement. À quoi 80% de ta jambe droite, t'es plus à peu près. T'es quand même capable d'avoir un petit peu de mouvement dans la jambe, mais voilà. Pour pouvoir te déplacer, tu as réussi à récupérer 20% de mobilité dans ta jambe droite. Je tiens à préciser parce que tu en avais 0 à la suite de cet AVC. Vraiment, tu as fait un travail assez extraordinaire, les médecins l'ont confirmé derrière. Et tu as perdu, du coup, tu as une aphasie, donc tu as perdu l'usage du langage. Alors perdu, pas entièrement, tu as retravaillé, tu fais toujours l'orthophonie. Et on détaillera un petit peu plus en détail par la suite, du coup, comment ça se vit au quotidien, tout ça. Mais revenons du coup sur l'événement. Le groupe dans lequel tu travailles, à ce moment-là, se rend compte que tu peux avoir des meilleurs soins à Singapour. Et donc, organise avec l'assurance un rapatriement vers un grand hôpital de Singapour. Voilà. Mon frère et moi, on vous rejoint du coup, 6 jours après ton AVC, à Singapour, où là, on a passé 1 mois à être dans l'attente de tout ça et à vivre tout ça comme on pouvait. Et surtout, toi, à te voir dans un état... Ouais. C'est pour ça que de te voir là, aujourd'hui, 9 ans après, comme ça, quand je revois les scènes que j'ai pu voir à Singapour, c'est extraordinaire, le chemin que tu as parcouru. Pendant 8 jours, tu t'es... Ouais. C'est ça, 8 jours. Voilà. À peu près, tu ne te souviens de rien du tout. Tu n'as aucun souvenir à l'heure actuelle des 8 premiers jours de l'AVC. Et oui. En même temps, vu la gravité du coup de l'AVC, alors la gravité aussi parce que l'intervention à l'hôpital a été prise au bout de 7 heures, ce qui réduisait énormément tes chances de survie. C'est d'ailleurs à Singapour du coup que ton neurochirurgien nous a expliqué qu'en effet tu avais, au vu du type d'AVC que tu avais fait et de la prise en charge, tu n'avais que 3% de chances de survivre de ça. Et tu as survécu. Et oui. Et là, il l'a expliqué que par un mental de battant. C'est la seule chose qui pouvait te tenir en vie. C'était le mental à ce moment-là. Et c'est comme ça que tu t'as tenu. Et je ne répète aussi que ce que les médecins ont pu nous dire depuis des années, que tu es un homme extraordinaire. Le docteur. Et putain. À Singapour. Ah oui. Donc, en effet, c'était le contraste par rapport à Jakarta. Alors toi, tu ne te souviens de rien. Moi, voilà. Moi, j'étais pas à Jakarta non plus. Mais du coup, maman a pu voir la différence. Et moi, quand je suis arrivée en effet à Singapour et qu'on a passé ce mois-ci à Singapour, les traitements que tu as reçus étaient complètement irréprochables. C'est vraiment... tu avais toujours quelqu'un, c'était très réactif. Et les médecins étaient très bons. Oui. Et d'ailleurs, tu avais déjà commencé la kiné et un petit peu d'orthophoniste directement à l'AVC. Ce qui n'a pas du tout été le cas en revenant en France. Donc là, ça a été aussi un choc. Rapatriement en France, qui a été d'ailleurs un pur cauchemar. Parce qu'il faut savoir que du coup, tu étais allongé sur 8 sièges arrière dans l'avion et tu avais impossibilité de bouger. Non, interdiction et puis, de bouger. Ouais.
et que c'était important que tu ne bouges pas, en termes de sécurité, d'assurance et compagnie, pour pas que tu tombes. Ils t'ont ligoté dans l'avion pendant 12 heures de voyage, de Singapour à Paris. Et voilà, c'était... j'en garde pas un très bon souvenir. Mais alors j'imagine que toi, pas du tout. Mais on arrive enfin en France. T'es pris en charge dans un hôpital. Et là, pendant des semaines, tu n'as pas fait de kiné. Tu n'as pas fait d'orthophonie. Bah non. Non. Pendant 3 semaines. Voilà. 3 semaines à peu près, en effet. Et voilà, on passe les détails du service dans lequel tu as été. Dégradation un peu de la qualité des soins qui t'étaient apportés, en tout cas. Aucune idée de la qualité médicalement parlant, de ce qui t'était apporté, mais la qualité des soins et l'attention qu'on t'y prêtait, et notamment l'attention qu'on prêtait aussi psychologique à toi, mais également à nous, la famille, n'était pas des plus excellents, surtout en comparaison avec Singapour, où, pour le coup, c'était irréprochable. C'est de l'histoire ancienne. Et oui. Tu finis par être intégré, du coup, dans un centre de rééducation pendant combien de temps ? 5 mois, voilà, à peu près, avant de pouvoir revenir à domicile. Bon, là, du coup, on a adapté certaines choses, parce qu'à ce moment-là, tu marchais déjà avec ta canne, à ce moment-là ? Oui. Donc, faut savoir que, voilà, pendant ce centre de rééducation, t'as rien lâché. Ton mental t'a tenu jusqu'au bout. Et encore aujourd'hui. Et oui. Et encore aujourd'hui. Et... Ouais. Et que tu continues ta rééducation encore 9 ans plus tard. Chose assez exceptionnelle, parce que... Apparemment, statistiquement parlant, pour les médecins qui sont en neurologie, apparemment, il y a beaucoup de cas d'AVC de la même gravité que le tien, qui abandonnent complètement la rééducation et qui acceptent complètement leur sort sans espérer de changement et d'amélioration, parce qu'ils sont fatigués psychologiquement, ce que je peux comprendre, de voir très peu d'évolution. Mais toi, c'est pas le cas. Et tu gardes ça. Donc je veux t'amener un peu à parler un peu de tout ça, parce que c'est justement là-dessus que je te trouve hyper inspirant, avec une force de super-héros, réellement. Donc je fais un petit constat de comment ça se traduit au quotidien pour toi à ce moment-là. Donc tu récupères, grâce à la kiné et à ton déterminisme, un peu de mobilité dans ta jambe, ce qui fait que tu marches avec une canne tripode quand tu fais des petits déplacements. Donc tu marches très lentement, tu lèves en fait ta hanche pour pouvoir te déplacer, t'arrives pas trop à avoir de flexion dans ta jambe pour lever le genou en fait. Ta jambe reste assez raide, mais tu utilises ta hanche pour pouvoir passer la jambe l'une devant l'autre. Donc ça s'appelle de l'hémiplégie, c'est-à-dire que c'est la moitié de ton corps qui est immobilisée, parce qu'en fait du coup la carotide gauche alimente le cerveau droit, et ce qui a coupé l'alimentation du sang dans ton cerveau droit, ce qui fait que du coup, tu as perdu la mobilité de la moitié de ton corps droit, notamment une partie du visage aussi, même si tu as quand même très bien récupéré, et notamment justement tout ton bras et ta jambe. D'ailleurs, les médecins au début disaient que tu ne reparlerais jamais, que tu ne remarcherais jamais, et que ton bras, tu pourras plus jamais le faire fonctionner, et que tu vivrais entièrement en chaise roulante. C'était le constat de tout ça, et ce qu'on t'avait dit, et ce qu'on nous avait dit au début. Et c'est pas du tout ta réalité aujourd'hui. Voilà. Donc vraiment, c'est pour dire à quel point tu reviens de très très loin et que tu as dit non à ce constat-là, tu as dit non à ce diagnostic-là, et tu as dit que si tu allais remarcher et que tu allais reparler, parce que du coup, je finis pour expliquer, mais du coup, tu as perdu l'usage du langage, pas de la parole, tu as tout dans ton corps qui fonctionne pour pouvoir t'exprimer et parler. Mais dans ton cerveau, les mots ne viennent pas. S'il y a une déconnexion, tu n'arrives pas à sortir. Pourtant, il y a quand même beaucoup de choses encore dans ta tête. Et c'est la connexion pour pouvoir exprimer. Et du coup... Parce que, regarde... Ouais. Ah oui, ok. Ouais, alors du coup, donc il m'explique là que du coup, ce qu'il a écrit, c'est pas les bonnes lettres du mot. Moi, je comprends parce que, en lien avec notre discussion, ça me donne des pistes pour comprendre ce qu'il a écrit. Mais tu as écrit Cordy, au lieu de Corbeil, Corbeil-Essonnes, la ville. Ton langage est touché pas non seulement pour l'exprimer en parole,
mais également à l'écrit. Peu importe, c'est le langage vraiment qui est touché, les mots qui sont stockés dans ta tête et qui du coup sont confus. Des fois c'est clair, des fois c'est confus. Voilà. Des fois tu vas dire oui, alors que c'est non que tu veux dire. Ça reste assez handicapant pour t'exprimer Bah oui. oui, comme tu aimerais t'exprimer. À l'heure actuelle, du coup, est-ce que tu as compensé avec d'autres formes de langage, notamment corporelles? Tu parles beaucoup, je trouve, avec du coup ta main gauche, Bah, ton visage. Et aujourd'hui, je trouve que donc tu as récupéré aussi certains mots. Qu'est-ce que tu sais dire comme mots à l'heure actuelle à peu près, les mots que tu sais bien dire, enfin que tu sais dire naturellement dans ton quotidien? Bonjour. bonjour. Moi, je m'appelle comment? Mathilde. Mathilde. Mon frère, il s'appelle comment? Richard. Il me fait une blague là, parce que du coup, depuis que je suis petite, il me fait croire qu'il préfère mon frère. Donc Richard, ta femme, elle s'appelle? Marie. Mhm. Et si tu veux me remercier, tu me dis? Bonjour. Non, Non. tu me dis? Si je te donne quelque chose, par exemple, tu me dis, je te donne ça. Ah oui. Voilà. Comment tu le dis, ça? Bonjour. Non. Non. Donc il m'a écrit le bon mot. Oui. Tu m'as écrit le bon mot. Essaye de le lire maintenant et de le dire. Alors, je vais t'aider un petit peu avec mes lèvres, mais... Bonjour. Non, mais... Merci. Merci. Voilà. Voilà. C'est- Voilà. Souvent, c'est l'impulsion du mot qui t'aide vachement à lancer un mot. Voilà. Donc merci d'avoir joué l'exercice. Ça permet de se rendre compte un petit peu aussi de tes limites, du coup, dans tout ça. Mais tu es capable aussi de me faire des phrases, et on a travaillé quand même beaucoup de choses, ne serait-ce que nous deux, dans le quotidien, et que tu as travaillé également avec maman, surtout au début. Si par exemple, tu veux un yaourt dans le frigo, qu'est-ce que tu me demandes? Bonjour. Et je veux un yaourt grec. Voilà. Voilà. Parce que tu es fan de yaourt grec. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir, mais c'est avec la répétition, c'est avec ton orthophoniste, et c'est avec beaucoup de travail et de déterminisme et de confiance que tu vas toujours continuer à t'améliorer. Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à toujours garder la kiné et l'orthophoniste? Oui. T'es toujours motivé? Oui. Tu estimes que tu vas continuer à t'améliorer et avoir des progrès? Non. Pas Non. spécialement? Mais voilà. Non. Ok. Voilà. C'est pour maintenir le niveau Voilà. que tu as actuellement. Tu penses pas pouvoir récupérer plus que ça? Non. Par contre, tu pourrais perdre. Voilà. Tu pourrais perdre. Non. Ouais. Donc tu veux garder absolument et maintenir le niveau de mobilité et de parole que tu as Voilà. à l'heure actuelle. Donc tu lâches rien, et ça demande beaucoup de travail aussi, du coup, de maintenir ça. Donc tu as à l'heure actuelle 2 fois 1 heure, 2 fois 3 quarts d'heure de kiné par semaine, et 1 ou 2 séances d'orthophoniste. 2 séances d'orthophoniste, Et de 3 quarts d'heure également. voilà. Voilà. La kiné, il te fait travailler ton bras, Oui. donc ton bras qui est plus du tout mobile, pour pouvoir maintenir quand même de la mobilité, parce que avec les technologies qui avancent, il y a peut-être espoir au bout d'un moment d'avoir peut-être des appareils, Ouais. voilà, mais on maintient. Kiné Ouais. et... Oh, Ouais. putain. Ton kiné est extraordinaire. J'en ai fait les frais, personnellement, parce que du coup, quand je me suis déchiré les ligaments oui. croisés, c'est lui qui a fait ma rééducation également. Et c'est un sacré kiné, Ouais. et un très bon kiné, Ah ouais. qui lâche rien, et qui, alors, ne lésine pas. Ouais. Il t'en fait un peu baver, mais toi, tu en demandes aussi. Hein. T'es demandeur d'exercice, t'es demandeur de challenge. Ça a toujours été le cas. Bien avant l'AVC aussi.
Et du coup, ça assouvit aussi tout ton besoin de te défouler et ta hargne à justement, des fois même gagner. Enfin, moi, je trouve aussi que tu continues quand même à progresser physiquement. Oui, mais voilà. C'est lent. Voilà. On n'espère pas que tu récupères la marche entièrement. Voilà. Mais moi, je trouve que tu gagnes toujours un peu physiquement en mobilité et en démarche. Et c'est probablement énormément dû à ton travail de kiné, avec ton kiné. Donc merci à lui. Et tu peux être fier de tout ça. Je voudrais rentrer un petit peu dans les détails, surtout de la psychologie, de tout ce que tu as traversé. T'es passé d'un homme d'affaires, enfin un ingénieur d'ingénieur qualité à travailler 70 heures par semaine, à un homme qui a perdu énormément de sa mobilité, de son activité, que ce soit physique mais aussi cérébrale. Comment ça a été pour toi psychologiquement de gérer ça au début ? Parce que moi, j'ai l'impression que tu as rapidement accepté ta situation. Ah oui. Très rapidement. Voilà. Ça a shifté. Pour toi, quand est-ce que tu as accepté la situation ? Voilà. Directement ? Oui, voilà. Dans les premiers jours. Voilà. Quand tu as repris conscience, tu as pris conscience de ce qui t'arrivait. Et oui. Et là, tu as accepté totalement. Voilà. Est-ce que tu étais dans la tristesse ? Est-ce que tu étais... non. Tu étais dans l'envie de dépasser ça. Voilà. Et tu t'es concentré sur le travail qui t'attendait. Et oui. Et c'est la seule chose qui t'obsédait à ce moment-là ? Marie. Ta femme, ma maman. Et puis... C'est ma maman aussi qui t'a soutenu énormément là-dedans. Il faut le dire, t'es un surhomme. Je pense qu'il y a ça. Mais ma maman, c'est une surfemme également, voilà. Parce qu'elle a dû traverser tout ça. On a tous traversé tout ça, mais elle a été absolument formidable et indispensable. Mais toi... Moi ? Et Richard, mon frère. Et nous deux aussi. Merci. Non, mais voilà. Ouais. On a été ton soutien aussi psychologiquement dans tout ça. Et toujours, j'espère. Oui. Richard. Voilà. Surtout Richard. Que l'AVC, ça ne t'a absolument pas retiré ton sens de l'humour. Alors, absolument pas. Voire même, je pense que ouais, ça te l'a développé. Voilà. Je sais pas comment. Mais c'est vrai qu'on rigole beaucoup à la maison de tout ça. Enfin, on rigole. Oui, on rigole quand même de la situation. Oh oui. Je pense qu'aucune personne de cette famille n'avons décidé de regarder le négatif. Voilà. Des fois, on l'a subi, le négatif et la situation, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de résistance parce qu'on trouve ça injuste. Mais c'est comme ça. Et puis, non. Ouais, toi, tu voulais jamais te laisser aller. Et Sud. Et le Sud, en effet. Et puis, regarde. Tu as complètement raison. Voilà. Donc là, on était en région parisienne à ce moment-là, voilà. au début. Et toi, t'avais toujours dit que ta retraite, tu voudrais la passer dans le Sud, auprès de la famille de maman. Oui, d'être dans la région voilà. pour se rapprocher un peu d'eux, mais se rapprocher également du soleil. Et oui. Et donc, vous avez fait le choix d'acheter cette maison dans laquelle on est ici, qui était 4 murs. Donc, il faut savoir... Vous l'avez achetée en quelle année ? Oui, donc fin 2017 ou début 2018. Voilà. Par là, vous avez acheté la maison. Il faut savoir que c'était que des murs, même pas de fenêtres. Il y avait que des murs. Cette maison, en fait, avait été complètement détruite, puis vendue en pleine rénovation. Voilà. Et il ne restait que les murs. Ma maman était artiste et notamment décoratrice d'intérieur. Et du coup, s'est mis au challenge, qui était le challenge et une envie et un rêve pour elle, mais également pour toi, de construire votre propre maison à votre image. Et donc, pendant 3 ans, voire même plus, parce qu'il y a eu quelques couacs au niveau des travaux sur cette maison, elle a imaginé entièrement cette maison pour vous deux, pour ton handicap, pour vos loisirs et votre vie du quotidien. Et cette maison est une énorme réussite. Et elle a participé énormément, je pense, à ton bonheur actuel. Je t'ai posé la question cet hiver, quand j'étais de passage en France.
Et je voudrais que tu nous repartages, peut-être que ça a évolué, mais sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de bonheur à l'heure actuelle? Tu m'as dit 10 sur 10. Et je suis émue. Je suis émue parce que c'est une leçon de vie absolument formidable. Voilà. Tu m'as dit 9 sur 10 la dernière fois, mais ça a encore augmenté. Non, parce que depuis, il y a eu quand même la naissance de ta petite fille. Ah oui, Oui, donc peut-être que... Laure. Laure, elle s'appelle Laure. Donc mon frère a eu une petite fille pendant l'hiver. Et du coup, ça a fait monter ta note sur 10, à un 10 sur 10, probablement, Voilà. par rapport à l'année dernière. Et c'est fou de voir à quel point le bonheur n'est pas corrélé à la santé ou au handicap, aux limites. Et le bonheur, c'est tout autre chose. Je sais que tu ne dis pas ça pour la caméra et pour cette interview. Non, mais voilà. Ouais. Je te vois au quotidien, toujours avec énormément de positivité. Énormément de positivité. Des fois fatigué par... Oui, parce que bon... Ouais, parce que physiquement, c'est quelque chose à endurer, toujours. T'as un cerveau qui est fatigué, qui n'a pas été irrigué correctement, donc il y a des séquelles aussi là-dessus. Mais un niveau de bonheur 10 sur 10. Quel était ton niveau de bonheur en 2014 avant l'AVC? À peu près. T'étais à 8 sur 10. Voilà. À peu près. T'as toujours été quelqu'un de positif. Oui. T'as toujours été quelqu'un qui voyait Oui. le positif et qui était toujours tourné vers ce qui t'apportait de la joie plus que ce qui te limite. Ah, oui, parce que... Parce que Bah... Parce que ton boulot te plaisait énormément à ce moment-là. Tu sentais que t'étais bien dans ton travail. Et pourquoi 8 sur 10 et pas 10 sur 10? Un peu de stress? Oui. Si, voilà. Du stress, c'était ça principalement? Oui. C'était voilà, les aspects un peu plus négatifs de travailler 70 heures par semaine qui décomptent 2 points de ta note de 10 sur 10. T'aimais ce que tu faisais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager à moi et peut-être à d'autres personnes qui écouteront cette interview? Ah ben... Ouais. Ouais. T'es fier de nous? C'est ça que tu Oui, veux puis dire? voilà. Ok, ce que tu partages, c'est que t'es content pour nous qu'on Voilà. ne soit plus en France. Oui. Mon frère habite au Canada, et moi j'habite un peu partout, mais que t'es content qu'on soit ailleurs, et qu'on soit aussi épanoui Voilà. ailleurs. Donc tu regrettes pas qu'on soit pas là dans ton quotidien? T'es content pour nous? Oui. Bah, ça me fait plaisir de l'entendre. Oui, parce que... Putain. Ouais. Et... Toi? Voilà. Et oui, et donc du coup, alors ça m'amène du coup à un sujet, mais en effet, toi, tu as énormément voyagé, tu aimes le voyage, tu nous as transmis aussi ta passion du voyage à mon frère et moi, parce que mon frère est pilote de ligne, donc je pense que il y a aussi de ça, il y a une trace d'envie de voyager aussi dans son choix de carrière, je l'imagine, et beaucoup dans le mien. Mais toi, par rapport à l'AVC, tu as été privé de voyage pendant longtemps. Aujourd'hui, avec les séquelles de ton AVC, tu n'as pas le droit de faire de très longs vols en avion. Tu es limité à peu près à 7 heures, je crois, d'affilée dans un vol, à peu près. Mais du coup, il est très difficile pour toi de, par exemple, venir me voir en Asie. Bon, il serait difficile de venir t'accueillir aussi à Chiang Mai ou au Vietnam, au vu des trottoirs, pour te déplacer, parce que du coup, en effet, tu te déplaces avec une canne dans la maison, mais tu es en chaise roulante à l'extérieur, parce que pour faire des grandes distances, tu tiendrais pas en termes de fatigue, puis même en termes de rapidité, pour te déplacer, c'est plus simple la chaise roulante. Ça, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en considération dans tes déplacements. Mais, depuis 2 ans, tu as repris un peu les voyages et tu es parti au Canada voir ton fils.
Oui. Et me voir également, c'était quand j'y étais. Voilà. Tu es retourné au Canada cette année. Dernièrement, tu m'as partagé une envie d'aller visiter 2 pays Et oui, et puis, en touriste, Jordanie Jordanie, et Israël Israël et Égypte. et l'Égypte. Voilà. Donc là, on verra. Mais moi, ça me dirait vraiment de t'accompagner pendant ce voyage. Va falloir une sacrée organisation, ça c'est sûr. Mais complètement Oui, mais faisable. regarde, bateau, De descendre le Nil. oui, Bah écoute, moi, ça me plairait bien de t'accompagner là-dedans. Je dis pas non, parce que c'est un pays que je ne connais pas. et oui. La Jordanie, c'est un pays que j'ai énormément envie de visiter également, et Israël aussi, donc on verra dans les prochaines aventures, mais ça me ferait énormément plaisir de t'entendre aussi refaire des plans de voyage, parce que c'était une part importante de ton équilibre de vie et de tes passions, et tu es très heureux aujourd'hui de Et retourner puis, au Canada. regarde, France, bon, voilà, mais Oui, parce que du coup, depuis 9 ans, vous avez beaucoup voyagé en France. et oui, Mais là, tu as une envie d'ailleurs, une envie de Voilà. continuer à redécouvrir des choses que tu n'as pas encore découvertes. Et malgré l'AVC, malgré ta situation et le handicap, il y a toujours des solutions. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager? ben, Asie, L'Asie? Ouais. mais toi, Que tu suis mes voyages? Hmm. Je t'ai installé un compte Instagram, ce qui te permet aussi de voir un peu mon quotidien également, et de te faire voyager, puisque tu aimes tant ça. bah oui, Ouais. et Marie, Maman. et voilà, Que quoi? bah, voyager. Qu'elle bah, veut voyager également. Bah oui, mais Donc de continuer à voyager aussi, voilà, avec maman, parce que c'est quelque chose aussi qu'elle aime. Est-ce que tu as un conseil à donner pour quelqu'un qui serait réduit en mobilité après un accident, voilà, quelqu'un qui a connu la mobilité et qui a aujourd'hui perdu en expression ou en mobilité physique, qui a perdu quelque chose de sa liberté en tout cas bah, d'avant, de voir l'avant? voilà, parce que voilà, non. Et De jamais se laisser... et Marie, Ouais, d'être entouré. voilà. Ok. Donc là, tu me dis d'être toujours à vouloir travailler Voilà. pour s'améliorer. Parce que non. De jamais se laisser aller. Et de toujours voir dans le futur. Et oui. Est-ce que quand toi, tu as... Et d'être bien entouré, pardon, je finis du coup ce que tu viens de me dire, mais d'être bien entouré, ça, c'est vrai que ça aide énormément. Ça t'a aidé à aller de l'avant. Est-ce que au début, quand justement les médecins te disaient que tu ne remarcherais plus et que tu n'utiliserais plus ton bras droit, que tu pourrais plus reparler, à aucun moment tu t'es dit non, j'accepte ça, je vais tout faire, tout faire pour m'améliorer et puis pour regagner un peu de mobilité et de liberté. Et donc c'est ton conseil que tu Bah donnerais. oui, parce que Ouais. De toujours... parce que voilà. Ouais. Qu'aujourd'hui, vraiment, ta mission... Voilà, parce que voilà. Non. Ouais. Tu te laisses pas... Tu laisses pas la situation... Oui. Tu subis pas la situation. Voilà. T'as repris le contrôle. Et encore à l'heure actuelle, tu la subis pas. Tu travailles pour toujours gagner et au moins te stabiliser. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu as réussi à quand même gagner beaucoup en liberté et en autonomie. C'était important pour toi. De justement... pour pas que tu sois complètement dépendant de maman.
et que tu puisses, toi, faire beaucoup de choses. Il y a quelque chose que j'aimerais partager aussi, mais tu es un amour absolu avec maman. Vous débordez d'amour tous les deux, et, et vous avez un amour mutuel qui est absolument extraordinaire et très inspirant. Marie, que t'as un bon mari? Non? Ah non. Quoi? Que tu veux que je me trouve un mari? Bah oui. Bah oui, on attend que ça, Mathilde. Écoute, je te dirai s'il y a des news. Je te tiendrai informé. Mais oui, en tout cas, en vous voyant évoluer dans tout ça, et même à travers tout ce que vous avez vécu, évidemment que c'est un désir, c'est un désir que j'ai de trouver un partenaire de vie. Voilà. Donc on verra. Vous êtes là l'un pour l'autre, et que toi, malgré le handicap, malgré peu de mobilité, tu es toujours dans l'effort et tu fais tout dans ton possible pour pouvoir aussi aider dans les tâches ménagères, aider dans le quotidien, que tu te sentes pas complètement dépendant, justement, de maman. Tu fais ta part du gâteau autant que tu peux. Ça demande aussi du travail, de l'effort, et tu le fais avec plaisir. Et ça, tu l'as toujours fait, même avant l'AVC. Et oui. Je me souviens que j'étais réveillée le samedi ou le dimanche matin, vers 8h en général, par le bruit de l'aspirateur. De travailler 70 heures par semaine, ça n'excusait pas que tu participes également aux tâches ménagères. Ma maman était principalement, mère au foyer à ce moment-là. On aurait pu, avec mon frère, être éduqués dans un environnement qui aurait été autre. Je n'aimais pas de jugement là-dessus, mais qui aurait pu être que tu ne participais pas aux tâches de la maison. Ça n'a jamais été le cas, même après le boulot. Tu as toujours été à participer et à jamais remettre tout ça sur le dos de maman, quand bien même tu travaillais énormément. Et ça, pour moi, ça a été très inspirant comme modèle. C'est toujours le cas à l'heure actuelle. Et tu aimes énormément ta femme, et tout ce que tu peux faire pour lui apporter du bonheur, du soulagement, tu le fais. Des fois, elle te surprend, et ça m'est arrivé aussi de te surprendre, à repasser tes chemises à la main gauche, et à sortir toute la table toi-même, voilà, à ranger des choses dans le jardin, à prendre, parce que tu as du coup une chaise roulante électrique, mais tu as également un scooter électrique qui te permet de te déplacer un petit peu en ville à l'heure actuelle, et des fois prendre ton scooter pour aller lui acheter des fleurs, ou aller faire 2-3 courses. Tu es rempli de petites attentions et de plein d'amour que tu partages, et t'en reçois, mais tu en donnes beaucoup. Et voilà, cette maison que vous avez construite, qui est à votre image, elle est remplie d'amour, et c'est un bonheur aussi de rentrer ici et d'y trouver toujours autant d'amour. Et donc oui. Voilà. Merci papa. Merci. D'avoir partagé tout ça. J'espère que t'inspireras beaucoup de gens à travers tout ce que tu as vécu. Et oui. Merci d'avoir partagé un peu de vulnérabilité aussi, parce que c'est un peu d'intimité, mais qui est important, je trouve, de passer le message, parce que il y a des vraies valeurs derrière tout ça. Donc merci. Mais c'est pas fini. Je t'invite à me poser une question, n'importe laquelle. C'est comme ça que je termine mes interviews. Donc, est-ce que tu as une question à me poser? Toi, Moi? Voyager. Et voilà. Combien de temps je compte encore voyager? Oui. En tant que digital nomade? Oui. C'est une bonne question. Je sais pas encore. Je sais juste que tout le reste de cette année, ce sera le cas. L'année prochaine également. À quel point je vais bouger, je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir envie de me ralentir un petit peu. Par contre, je n'ai pas envie de me stabiliser en France pour le moment. Mais si je dois me stabiliser quelque part, je ne sais pas encore où c'est. C'est des questions que je commence à me poser, parce que je commence à avoir envie de me poser. Alors, me poser est un grand mot, parce que on va dire ralentir, en tout cas, mais d'avoir peut-être un endroit dans les 2 prochaines années que je peux appeler maison, et un endroit dans lequel je peux me ressourcer. Mais encore aucune idée de où ce sera. Je me laisse encore voir, parce que le voyage est toujours bien présent dans mon envie au quotidien.
Je pense que d'ici 2025, on pourra commencer à parler d'un petit pied-à-terre. Et Ouais, 2025. Mais où, je ne sais bah, pas encore. Dans 2 ans, c'est ça. Sachant que voilà, le voyage restera toujours là. Ce sera peut-être, je sais pas, il y aura un équilibre à trouver, peut-être 6 mois de l'année justement quelque part, et revoyager peut-être un peu plus justement sur du voyage et moins du digital nomadisme, donc c'est-à-dire des destinations où je vais être plus sur du tourisme, du slow travel peut-être, du slow travel. Alors du coup ça veut dire voyager lentement, de pas faire du tourisme rapide, mais de me dégager vraiment des plages de temps, mais peut-être partir 1 mois dans une destination, peut-être travailler un petit peu, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, la liberté de pouvoir travailler de n'importe où, j'ai envie de la oui. garder. Bah oui. C'est important pour moi. Et du coup, peu importe les choix de destination, cette liberté-là, dans tous les cas, je veux la garder, même si je me pose quelque part. Voilà. Voilà. Merci papa. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi et avec ceux qui nous écouteront. Je repars jeudi à Chiang Mai, donc on va profiter un petit peu de temps en famille. Mais en tout cas, je suis très fière de toi. Merci. Je suis extrêmement fière de toi et je suis extrêmement fière de faire cette interview aussi et de pouvoir partager ton histoire. Et en effet, tu as très bien fait de pointer du doigt maman qui est dans la salle d'à côté. Voilà. Je suis très fière de ma maman également, qui a des épaules d'acier et un cœur en or. Voilà. Et qui gère tout ça avec énormément de dignité et énormément de bienveillance et d'amour. Et c'est que comme ça que tu as pu aujourd'hui récupérer autant de liberté et de mobilité, quand bien même elle soit limitée. Je pense qu'en effet, tu vas être d'accord avec moi que ta situation serait complètement différente si elle n'avait pas été là. Donc merci à tous les deux. Merci. Je vous aime fort. Merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à le partager, me suivre sur les réseaux et vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain. En attendant, n'oubliez pas, polé polé.